grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, François-Olivier Gisbert. Bonjour, Sonia Mabrouk. Et donc, quel bonjour et bienvenue, oui. Journaliste, biographe, écrivain, auteur d'une trilogie à succès intitulée Histoire intime de la 5e République, dont le 3e volume est à paraître en novembre. On va en parler, mais tout d'abord, François-Olivier Gisbert, le président de la République est partout. Il a reçu le roi Charles III, il a assisté à la messe à Marseille, évidemment avec le pape. Il s'est exprimé hier à 20h sur le pouvoir d'achat, l'immigration, l'écologie. Il est partout, mais dites-nous, selon vous, est-ce qu'il est audible ? Non, pas vraiment. Je ne sais pas qui on a vu hier, d'ailleurs. On pourrait dire un moulin à paroles fabriqué par ChatGPT. 3 ministres, parce qu'il était à la fois ministre de l'économie, ministre de la transition écologique et de l'intérieur, en parlant d'immigration. Enfin, et puis un petit côté joueur de pipeau, acteur de théâtre de lycée. Enfin bon, bref. Oh, vous avez la dent dure ou lucide, ça dépend du point de vue. Oui, mais à l'arrivée, je cherche le président. Attendez, il est capable d'être président, il l'a montré dans le passé. Mais là, je cherche le président, je l'entends pas, il n'y a pas de vision, vous voyez, il y a quelqu'un qui se noie un peu dans les détails. Voilà. Et pourtant, il a félicité les Français, il a dressé une sorte de portrait optimiste d'un pays capable de recevoir la même semaine un roi et un pape. Il se félicitait lui-même, arrêtez, tout le monde a compris que c'est formidable, regardez ce qu'on a fait. Enfin, donc, mais j'ai pas très bien compris le sens de cette intervention. Je pense qu'il y a une angoisse diffuse dans le pays qui monte, chaque mois, on a l'impression un peu plus. Et je pense que c'est à ça qu'il faut répondre. Alors, c'est vrai que la partie sur le pouvoir d'achat a sûrement intéressé beaucoup de gens. Sur l'immigration, c'était quand même très particulier, quoi. C'est toujours. Ils disent c'est l'Europe, mais enfin, personne ne croit que c'est l'Europe qui a réglé le problème. Il y a déjà eu vous savez très bien, des vagues absolument massives en 2015-2016. On ne peut pas dire que l'Europe a été très bonne. Et là, rien ne s'est passé vraiment depuis. On met le bébé à l'Europe. Enfin, c'est pas très sérieux. Solution européenne, dit-il, et il paraphrase Michel Rocard, cette fameuse phrase qui date de 1989. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais rajoute-t-il, ou dit-il juste avant, la France a déjà pris sa part. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui quelles sont les convictions, la position et la colonne vertébrale d'Emmanuel Macron sur l'immigration ? Bah non. Je crois que c'est le problème de Macron en général, c'est-à-dire on cherche toujours la colonne vertébrale. Et on voit qu'il peut changer d'avis demain. Il a prouvé sur l'éducation nationale. C'est un coup à droite, un coup à gauche, on ne sait pas très bien où ça mène. Et sur l'immigration, le discours est bien. Moi, j'ai rien à redire. Le problème, c'est qu'après, on attend... on attend les actes. C'est toujours pareil avec Macron. Où sont les actes ? C'est-à-dire, oui, il y a des belles paroles. Paroles. Enfin, c'est la chanson de Dalida. Il y a une image, une vidéo qui a beaucoup choqué François-Olivier Gisbert ces dernières heures. C'est celle de l'attaque d'une voiture de police à Paris. On y voit une hyper-violence à l'encontre des policiers et du véhicule attaqué à coups de barre de fer. Le policier, en guise d'avertissement, sort son arme. Il ne tire pas, mais c'est un avertissement. Et Sandrine Rousseau a pointé la gravité du geste du policier. Comment vous analysez cette sorte d'inversion aujourd'hui des choses et des valeurs ? Je crois que vous posez tout à fait la question. Très bien, c'est comme ça qu'il faut dire les choses. C'est-à-dire tout est inversé. Et on voit très bien d'ailleurs la peur. La peur. Vous regardez cette manif idiote. Ce sont des gosses de riches qui s'amusent, ils font la guerre. Je pense qu'il faudrait peut-être réinventer le service militaire et puis les envoyer. Vous verrez ce que c'est la vraie guerre. Là, ils ont affaire à une police... qui n'a rien à voir avec la police des pays qu'ils célèbrent, le Venezuela, j'imagine, toutes ces dictatures qu'ils adorent. Donc ces Black Blocs, c'est vraiment, pour moi, c'est un peu la lie de la jeunesse. Bon. D'une partie de la jeunesse. D'une partie de la jeunesse. Vous avez raison. C'est pour ça, c'est la lie, c'est la jeunesse. Bon, je ne mélange pas les deux. Mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Vous voyez très bien, la peur, elle est du côté de la police. Vous avez une voiture qui fuit. Et vous avez derrière des types avec des barres de fer. Et combien de livres intitulés « Quand la peur va changer de camp » oui, je pense pas du tout, elle s'installe dans le camp de la police. Voilà, il faudrait que la peur elle change de camp. Parce que, et vous voyez bien, ils arrivent pour manifester, ils viennent là pour casser du flic, et il faudrait les laisser casser du flic. Parce qu'est-ce qu'elle est devenue, Sandrine Rousseau ? C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent, qu'ils ouvrent leurs bras, qu'on incendie leur voiture comme ça. Pour vous, Sandrine Rousseau a délivré une sorte de permis de casser du flic ?
Apparemment, enfin, je veux dire, c'est tellement évident, c'est-à-dire, il n'a même pas le droit de servir son arme. À ce moment-là, s'il ne peut pas sortir son arme, il ne faut pas leur donner d'armes. Si vous voulez, tout ça, il y a une espèce de logique, on y va. Vous voyez très bien qu'un jour, il y aura un député, peut-être Sandrine Rousseau ou quelqu'un d'autre, qui dira, il faut mettre... Oui, par exemple, le refus d'obtempérer, un jour, il y a des gens qui nous diront, c'est un droit. Peu à peu, vous voyez, ça se multiplie et on trouve ça, c'est le seul pays au monde où si un policier vous demande de vous arrêter, on peut continuer. Mais comment on arrive à ce jour que vous dénoncez? Quelle est la logique? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un discours qui nourrit, qui porte cette violence? Non, mais il y a laissé aller. Et je pense que de ce point de vue, le président est responsable. C'est-à-dire, il devrait en parler de temps en temps. Vous savez, le problème de l'autorité, c'est pas nouveau. Oui, hein, ça s'effrite depuis des années. Oui, ça s'effrite. Mais regardez, il y a un texte du général de Gaulle, 1932, Le fil de l'épée. Livre formidable. Le fil de l'épée, c'est vraiment un très grand livre. Et regardez, il dit « Notre temps est dur pour l'autorité. Les mœurs la battent en brèche, les lois tendent à l'affaiblir. Heurtée d'en bas chaque fois qu'elle se montre, elle se prend à douter d'elle-même, tâtonne, s'exerce à contre-temps. Et alors, une pareille crise, pour générale qu'elle soit, ne saurait durer qu'un temps, parce que, comme il le dit, les hommes sont des animaux politiques et ils ont besoin d'être dirigés autant que de dormir, boire ou manger. Voilà, et je trouve que c'est 1932. Oui, mais alors, attendez, dans les années 30, c'était comme ça. Ça s'est repris après. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas voir le déclin que nous vivons aujourd'hui comme une pente fatale. À un moment donné, ça se redresse. Vous n'êtes pas un décliniste, d'ailleurs, comme on les appelle, mais vous dénoncez, Franz-Olivier Gisbert, un délitement général, et vous rejoignez ce qu'a dit hier, dans le grand rendez-vous, quelqu'un comme Gilles Kepel, qui craint une étincelle aujourd'hui. Est-ce que vous la craignez aussi Bien sûr, on voit très bien. Il suffit de circuler en province, que je fais beaucoup, parce que pour le bouquin, voilà, je vois beaucoup de lecteurs, et je suis très impressionné par tous ces gens qui viennent vous dire, mais monsieur, je ne sais pas d'ailleurs, je suis incapable de leur répondre, comment ça va finir, comment vous voyez les choses, est-ce qu'on va s'en sortir, etc. Il y a ce sentiment, donc c'est à ce sentiment qu'il faut répondre. Et je pense que notamment le rôle d'un président, c'est de faire en sorte que l'autorité, avec un grand A, soit rétablie partout. C'est important pour le pays. Mais pour que l'autorité soit rétablie, encore faut-il que les policiers puissent exercer justement leur fonction et leur mission. Il y a un procès très important qui s'ouvre aujourd'hui, Franz-Olivier Gisbert, le procès de l'attentat de Magnanville, où un couple de policiers a été, il faut dire les mots, égorgé à son domicile, voilà, devant leur petit enfant. Il y a une question qui me semble fondamentale. Comment on peut être policier aujourd'hui? Comment convaincre des jeunes hommes et femmes de devenir policiers quand on a cette peur qu'on peut aller vous chercher jusqu'à votre domicile, c'est-à-dire le sein des saints? Mais non, mais cette question est affreuse. Parce que justement, c'est le problème de la France aujourd'hui. Il faut changer ça. Justement, vous parliez d'inversion des valeurs, à juste titre, il faut remettre tout à l'endroit. Tout est cul par-dessus tête, il faut redresser les choses. Et c'est sûr que c'est pas très compliqué. Vous voyez, je pense que la France, elle a connu pire dans le passé. Et elle s'est redressée parce qu'il y a un homme, demain une femme, parce que les femmes aussi sont là, et qui peut très bien, avec les mots qu'il faut, vous le voyez, remettre... L'homme ou la femme providentielle Vous savez... vous n'y croyez pas? Non, j'y crois, mais enfin, évidemment, ce ne sera jamais De Gaulle. Mais quand on regarde l'histoire récente, Margaret Thatcher, franchement, vous l'avez peut-être rencontrée, enfin moi, c'est vu mon âge, je l'ai vu pas mal, c'était pas grand-chose. Bon, simplement, il y avait une volonté. Gérard Schröder, toujours un petit coup dans le nez. Bon, n'empêche qu'il a remis aussi son pays. Vous avez la gauche et la droite qui a remis la Grande-Bretagne en marche, et puis la gauche aussi qui a redressé complètement l'Allemagne. Merkel n'a rien fait derrière, elle a continué ce qu'avait fait Schröder, social-démocrate. Et donc, ces gens-là, ils n'avaient l'air de rien. Eh ben, vous savez quoi? Ils avaient la volonté. C'est ça qui est important en politique. Et nous vivons depuis longtemps, parce que ça commence pas avec Macron, c'est pas vrai. Mais nous vivons une crise de la volonté politique. Vous nous direz comment retrouver la belle époque, mais vous dites, Franz-Olivier Gisbert, ce matin sur CNews Europe 1, une volonté, donc un cap. Si on reprend l'exemple de l'immigration avec ce que dit Emmanuel Macron et qu'on voit ce qu'a dit justement François le Pape, il a dénoncé l'assimilation. Est-ce que vous y voyez, une forme de discours qui consiste à dire mais les migrants peuvent arriver sans épouser les mœurs françaises? Est-ce qu'il a raison? Est-ce que cela vous a choqué? Évidemment, je ne suis pas d'accord. Mais vous savez, le pape, il ne dit pas le droit.
le pape, il dit l'évangile. Bon. Et dans l'évangile, il y a une phrase très importante. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Hein, c'est pas du tout, comment dire, il y a le monde temporel et il y a le monde spirituel. Et on peut dire d'une certaine manière, l'Église a inventé la laïcité parce que, voilà, ça ne regarde pas. Et d'ailleurs, regardez, vous vous souvenez des JMJ en 1997, les Journées mondiales de la jeunesse, Jean-Paul II fait, bon, c'était vraiment le pape de l'anti-contraception. Il faisait ça sans arrêt, ça énervait tout le monde. Et vous vous souvenez, il a eu des foules énormes. D'ailleurs, par rapport à celle de François, c'était près de 500 000 au Champ de Mars, 1 million à Longchamp. Et vous vous souvenez que bon, c'était l'homme qui parlait contre la contraception. Tous ces jeunes étaient là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après ? Eh ben, vous avez vu que autour du bois de Boulogne, il y avait un champ de préservatifs usagés, ou de capotes anglaises, comme on disait à l'époque. Et parce qu'en fait, voilà, ils avaient écouté le pape. Et puis ça, c'est le problème du catholicisme. C'est la parole tendue, par exemple, sur les migrants. C'est la parole, voilà, mais c'est la parole, mais on n'est pas obligé de suivre. D'ailleurs, quand ça se heurte aux politiques plus lucides, parfois pragmatiques des États, qu'est-ce qu'on fait ? Mais non, on n'est pas obligé de faire ce que dit le pape. On peut écouter, tout à fait, il faut l'écouter, c'est intéressant. D'ailleurs, je vous signale, il y avait à côté un discours absolument exceptionnel du cardinal Aveline. Très très bon, un personnage d'ailleurs qui est très ami avec François. D'ailleurs, c'est pour ça que François était venu à Marseille. Et ce cardinal, il a tenu un discours absolument formidable. Donc, si vous voulez, c'est pas parce que le pape le dit qu'il faut le faire. Et je trouve que cette polémique est un peu stérile. Vous voyez, c'est pas, enfin, il dit pas forcément qu'il faut le faire. Il dit l'Évangile à sa façon, l'Évangile tel qu'il a eu. Ce qu'on peut reprocher au pape, simplement, c'est peut-être ses origines jésuites. Il est très politique. Il fait beaucoup de politique, il fait trop de politique. Alors de la politique justement et des paroles qui portent, on en attend sur l'Arménie. Je n'ai rien contre les jésuites qui sont très intelligents, notamment ils sont plus portés sur la politique. Par exemple que les franciscains, il a pris le nom de François, Saint François d'Assise, un des plus beaux saints de l'Église. Avec un livre magnifique d'un grand poète comme Christian Bobin à ce sujet. Et là, il se comporte toujours un petit peu comme un jésuite. François-Louis Gisbert, on va consacrer les dernières minutes à un sujet important, c'est celui de l'Arménie. Hier, Emmanuel Macron a apporté un soutien plein et entier. Mais est-ce que l'Arménie, est-ce qu'elle est condamnée à ce triste sort funeste ? Il n'y a pas d'autre mot. Dans cette affaire, on est atroce. La France est atroce parce que parce que c'est le seul. Attendez, bien sûr, parce que c'est le seul chef d'État, Macron, qui dit des choses. Mais derrière, il n'y a rien. C'est-à-dire, il n'y a pas le début d'un acte. Non, mais au moins, on pourrait secouer un peu le cocotier. Je sais pas, aller là-bas en Arménie. Avec l'ombre de la main russe, c'est turc. Mais oui, je sais. Mais enfin, la France, vous savez, elle a encore des choses à dire. Je pense que. Ah oui, non, mais la France. Mais quand on voit l'Afrique, on se pose des questions. Oui, mais enfin, écoutez, l'Arménie, ce qui se fait est abject. Et ça se fait avec la complicité de l'Union européenne. Regardez, au même moment... Vos mots sont forts, attendez, excusez-moi, vous avez lu le livre de Raphaël Glucksmann, certainement, qui s'appelle La Grande Confrontation. Vous voyez très bien l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire ceux qui ont décidé d'éradiquer, parce qu'on est dans un phénomène d'épuration ethnique et religieuse, c'est-à-dire on va raser les monastères, parce qu'ils font systématiquement les magnifiques monastères de l'Arménie, parce que ça, c'est la première étape, l'Artsakh, et on va... Enfin, j'imagine avec la Turquie, l'Azerbaïdjan va s'attaquer à l'Arménie. Bon, et c'est juste affreux parce que dans le même moment, vous savez très bien que vous avez toutes ces déclarations de dirigeants européens, Charles Michel, enfin c'est la honte de la jungle, Ursula von der Leyen, enfin toutes ces personnalités qui surtout ne disent rien. Et qui sont fiers d'ailleurs de doubler les importations de gaz d'Azerbaïdjan, puisque c'est ce qu'on a appris ce week-end. Le gaz azéri, on allait doubler les importations, et c'est du gaz russe d'ailleurs, on sait très bien, c'est une façon de détourner l'embargo. Et si vous voulez, vous avez maintenant ce que j'ai appris dans ce livre de Raphaël Glucksmann, ce sont les sommes considérables de l'Azerbaïdjan pour corrompre les dirigeants européens. Et d'ailleurs, les élus français aussi. Et puis, je ne parle pas de la presse, parce que parfois on lit des articles, on voit très bien que voilà, ils ont profité de ce qu'on appelait la diplomatie du caviar. C'est-à-dire cette diplomatie de l'Azerbaïdjan qui consiste à faire des cadeaux. Bon, et on voit le résultat. Et si vous voulez, le résultat c'est quoi ? Eh bien, c'est que l'Europe, dans cette affaire, est totalement absente,
alors qu'elle aurait quand même des choses à dire. Pourquoi est-ce qu'on abandonne les Arméniens? Parce qu'ils sont chrétiens? Je ne sais pas, Martha, je me pose la question. Pourquoi ils sont abandonnés comme ça? Sur cette conclusion, sous forme d'interpellation, on entend et on voit votre colère ce matin, François-Olivier Gisbert, sur ce sujet si important. Je vous remercie. Merci à vous. Je précise que le 3e volet de votre trilogie paraîtra le 2 novembre chez Gallimard. Tragédie française, succès de cette trilogie. C'était votre grande interview ce matin. Je vous remercie. Merci Sonia Mabrouk.